La dernière fois qu'il est venu en studio, le doctorant en psychopédagogie et Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et chargé d'enseignement, Thomas Plouffe avait entamé avec nous une histoire de l'école. Sans surprise, on n'avait pas réussi à couvrir 3 millénaires en 14 minutes. Non, c'est ça. Alors, on poursuit l'aventure avec lui aujourd'hui. Salut Thomas. Salut. Avant de plonger dans la période qui nous concerne plus spécialement dans ta chronique de cette semaine, tu vas nous faire un petit récapitulatif de la dernière fois. Pour ceux qui ont manqué le dernier épisode, là, c'est sûr, ça prend une petite entrée en matière. Ouais. Oui, la dernière fois, je parlais de l'école, dans sa portion, disons, durant l'Antiquité, puis jusqu'au Moyen-Âge, en fait. Puis ce qui était essentiellement à retenir, là, ça va faire en sorte qu'on va avoir l'impression que j'aurais pu résumer toutes mes chroniques en une. La dernière fois, c'était de dire que l'école, en fait, est apparue au Moyen-Âge. Principalement en raison du rôle de l'Église, en fait, qui a vraiment créé un milieu moral organisé autour de cette idée-là d'instruire les jeunes, puis les adultes aussi, de les tourner vers Dieu, en fait, pour leur conversion. Fait qu'il y avait cette idée-là. Après ça, il y avait Charlemagne aussi qui est arrivé pareil après l'école, mais qui, lui, est arrivé avec son espèce de lab-école version nomade. Laboratoire d'incubation, de réflexion avec c'est accompagné de ses gros cerveaux pour il y avait Ricardo avec lui, il y avait aussi Pierre Thibault, l'architecte, tout ce monde-là travaillait. Pierre Lavoie, exact. Ouais. Puis, et un dernier point, le Moyen-Âge se termine vraiment avec cette cour-là nomade qui s'arrête en fait à Paris, qui s'ancre à Paris. Qui pose ses pénates. Oui, puis avec la conséquence que en fait, là, cette école-là, laboratoire, se transmet, puis il y a l'apparition des premiers collèges puis des premières universités, mais qui sont très, très, très réservés. Là. Ça reste très élitiste, très, très réservé pour quelques individus, très, très exclusivement des hommes qui viennent de l'élite culturelle. Là. Fait que ça campe l'entrée en matière vers la période historique suivante. Alors, on a fait les 2 premiers millénaires de l'histoire de l'école. On arrive à la fin du Moyen-Âge et on en sort même aujourd'hui. Oui, la Renaissance. On entre dans la Renaissance. Ah, voilà. On est à quel siècle? La Renaissance, là, tu sais, d'ailleurs, c'est une période historique, des fois, qui n'est même pas comptabilisée. Là. Il y a des gens qui... Mais c'est une espèce d'entre-deux entre le Moyen-Âge puis les temps modernes. Ouais. Mais dans notre cas ici, on va la considérer parce qu'elle est importante pour l'histoire de l'école. Ouais. Puis la Renaissance, on va dire qu'au 15e siècle, on va situer son début. Puis, entre autres, en raison il y a plusieurs éléments qui arrivent qui sont interreliés puis qui viennent créer ce qu'on appelle un décentrement dans la vision qu'on a de l'univers et éventuellement de l'homme. Puis, je voulais vous demander justement, selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive à cette époque-là qui fait qu'il y a un décentrement? J'ai des indices, là, mais... la question est à tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est la redécouverte des textes anciens, en bonne partie. C'est pas considéré dans ce que... Non. Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que c'est une sorte de révolution copernicienne? Il y a cet élément-là, c'est sûr. C'est sûr que parmi les... Tu sais, il faut comprendre qu'avant, il y avait vraiment l'idée d'un univers qui était fini, d'un univers qui était limité. Puis, entre autres, ce qui vient complètement ouvrir les horizons des... J'aime l'image. On voit ton esprit s'ouvrir dans des mimes. D'ailleurs, le concept même de renaissance est assez parlant. L'homme qui naît à nouveau. Il y a vraiment, oui, c'est sûr, le passage du géocentrisme vers l'héliocentrisme, l'idée que l'univers c'est ça, n'est pas fermé sur lui-même, mais est infini. Il y a cette idée-là. Il y a d'autres choses. Les grandes découvertes aussi. Des grands explorateurs, colons, etc. Exactement, qui ont ouvert aussi la même chose, qui ont ouvert le monde. T'sais, tout ça arrive à peu près, on s'entend, là, c'est 200 ans, mais qui arrive à peu près dans des époques puis qui s'inter-influencent. Donc ça a obligé les éditeurs de manuels à retourner à la table à dessin. S'il y en avait eu, mais là, il y en a un autre élément qui a créé un gros décentrement, c'est l'invention de l'imprimerie qui... Parce qu'en fait, la culture était entre les mains de des moines. De très peu de monde. Puis même là, fait que l'imprimerie, ça démocratise la culture. Là. La Renaissance, c'est un peu comme la Révolution tranquille. Tu sais, avant, on vivait dans l'âge de pierre, puis maintenant, on est cultivé. Mais longtemps, c'est... Moi, je suis pas historien. Hein, je fais mon possible. mais longtemps, si j'ai bien compris, c'est vraiment la vision qu'on avait. Puis je pense que c'est assez récent qu'on a redécouvert en fait, là, tout le Moyen-Âge avec ce que ça comportait aussi de richesse. Parce que non, c'est pas tout à fait comme ça. Mais des fois, même dans les termes, on a un peu cette impression-là. Le Quelque siècle chose des Lumières... moyenâgeux, c'est pas un compliment. À la fin de la Renaissance, il y a le siècle des Lumières. En anglais, on appelle ça « the Enlightenment ». L'idée
c'est comme si on était dans les ténèbres. Qu'avant, Là, il y a eu la révélation lumineuse qui est venue nous éclairer. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, je vois dans tes notes aussi que suite à ce décentrement-là, il y a une poussée, c'est un peu ce que tu viens de dire, une poussée humaniste aussi. Oui. Ben, c'est ça. Il y a vraiment cette idée-là que l'univers est infini. Puis, puisque l'univers est infini puis que mes horizons sont rendus je peux regarder à perte de vue, ben, il y a vraiment, forcément, il y a des gens qui se repenchent sur la nature humaine. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se demandent, OK, mais est-ce que dans la nature humaine elle-même, est-ce qu'on connaît la nature humaine? Quelle est-elle? Puis c'est comme si, à quelque part, on veut doter à ce nouveau monde un homme nouveau à son image. On veut faire un homme nouveau qui va être à l'image de ce monde-là qu'on veut créer. Puis, ben, pour créer cet homme-là, ben, il faut passer par l'éducation. Alors, il y a un tout nouveau, je vais utiliser des termes de ministère de l'Éducation, un tout nouveau projet éducatif qui se met en branle. Ben, en fait, tu sais, il y a beaucoup de penseurs qui réfléchissent à cette idée-là de la nature humaine. On veut des noms. Ben, entre autres, Erasmus, là, qui est un Néerlandais, je pense, là, puis ou Rabelais, qui ont écrit beaucoup et qui ont vraiment déployé la pensée humaniste, là, les premiers à le faire. Mais tu sais, ça reste, là, on regarde ça avec le recul, puis on se dit, voilà, les premiers pédagogues mais à cette époque-là, ces idées-là sont purement théoriques. Ça descend aucunement sur le plancher des vaches. Là. Il n'y a pas de répercussions dans l'école. L'école reste encore... il utilise encore les mêmes méthodes pédagogiques. En fait, c'est encore juste pour une faible minorité de la population. Mais il commence à avoir cette idée-là d'humanisme là, qui vient changer les perceptions, la perspective. À partir de quand ou de quoi il va y avoir des changements sur le terrain, des changements pédagogiques, Thomas Plouffe? Bon, mais ça vient au 17e siècle. Donc, à peu près, tu sais, les décentrements, les grands éléments du décentrement, c'est plus au 15e ou au 16e siècle. Au 17e siècle, on commence à voir des changements sur le plan, c'est ça, de la pédagogie. Puis qu'est-ce qui suscite ça? Un des éléments, c'est la réforme protestante qui est apparue dans ces années-là, puis puis dans la réforme protestante, qui était en réaction aux crises qui avaient lieu dans l'Église, il y a cette idée-là, que les protestants avaient cette idée-là très forte que l'éducation devait passer c'est-à-dire qu'on devait inciter les gens à lire les Écritures dans leur langue et que ça devait passer par un apprentissage de tous et chacun de la lecture-écriture, entre autres. Ce qui avant n'était pas nécessairement le cas. Fait que donc, les protestants, eux autres, ils sont très, très forts pour créer des écoles. Fait qu'ils créent des écoles et en réaction à ça, parce que là, au début, l'Église se dit, bon, c'est correct du moment qu'on a encore un peu... on a voix au chapitre, on peut encore... Mais à un moment donné, là, ça devient un peu un contre-pouvoir. Puis là, l'Église réagit à ça, puis fait la contre-réforme catholique. Puis de cette contre-réforme-là, ben, il y a la naissance de la Compagnie de Jésus, l'Ordre des Jésuites, qui, eux, jouent un rôle fondamental dans toute la suite de l'histoire de la pédagogie, parce que eux, c'est vraiment les premiers à avoir été, entre autres, des pédagogues, donc des enseignants, des profs, et à avoir, suite à leurs expériences, avoir écrit des traités de pédagogie. Fait que, avant ça, il n'y avait rien là-dessus. C'était juste des idées en l'air. Mais après ça, dans le concret, les gens faisaient un peu improviser. Ils allaient avec un peu... le gros bon sens. Oui, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient... Mais, tandis que les Jésuites, eux autres... Ils ont organisé une pensée sur l'éducation. C'est un bon mot que tu utilises parce que vraiment, les Jésuites, ils concevaient en fait que comme la nature était ordonnée, l'éducation devait être ordonnée autant que dans la nature. Donc, ils ont ordonné, là, tu ne pouvais pas plus ordonner que ça. Là, ils ont tout organisé, tout était réfléchi. Il n'y avait rien qui était laissé au hasard là, dans l'éducation des Jésuites. Là. Et ça, clairement, ça contribuait à l'essor de l'école ou l'institution de l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui. Là, on se situe à 17e, tu disais tantôt 17e siècle, 18e siècle, là, les Jésuites. Ça, c'est principalement au 17e siècle. Okay. Réforme, je disais réforme protestante, après ça, contre-réforme catholique. Ouais. Puis là, Puis après ça, en parallèle, il y a aussi l'idée que c'est sûr qu'on voit de plus en plus que l'éducation morale chez les jeunes a des effets ensuite positifs au niveau de la vie en milieu urbain. Parce qu'en milieu urbain, il commençait à y avoir de plus en plus d'enjeux parce que la population était... plus dense. Plus dense, ça engendrait toutes sortes de problèmes sociaux. Puis donc, l'éducation joue... Fait que face à ça, il y a de plus en plus d'élèves dans les classes. Puis c'est comme une interaction entre l'émergence de la Compagnie de Jésus, là, des Jésuites,
puis le fait qu'il y a de plus en plus d'élèves dans les classes qui fait qu'ils sont obligés de se pencher sur les questions pédagogiques. Parce que tant que tu as 2-3 enfants dans une classe, là, tu te poses pas des questions de pédagogie. Là. Les choses t'apparaissent simples, puis tout va bien. Mais là, quand tu en as 30, là, tu es obligé de te demander comment je fais pour que ça marche. T'sais. Ça te prend un système de récompense avec des étoiles. Système d'émulation. Fait que, donc, mais ça, c'est au 17e siècle. Ouais. Puis il y a vraiment... c'est ça, les Jésuites ont marqué l'éducation. Il y a plusieurs grands penseurs qu'on connaît aujourd'hui qui sont passés par l'éducation des Jésuites, là, notamment Molière, Descartes, Saint-Exupéry, Bernanos. Il y en a une pelletée. Nommons-les. Oui, vas-y. On n'a qu'à penser au Québec. Hein, Ben les grandes institutions historiques viennent entre autres des Jésuites. Même une des toutes premières institutions, le Collège des Jésuites au Québec. Là, tout à fait. C'était dans le Vieux-Québec. Puis à l'époque, justement, les Jésuites avaient quand même une forte influence en Nouvelle-France, mais il y avait aussi les frères des écoles chrétiennes. Puis il y avait chez les demoiselles, il y avait les Ursulines aussi qui ont rapidement fondé des écoles. Mais tout ça, toujours avec l'idée que on faisait une éducation qui était principalement morale. C'est-à-dire que l'idée, c'était de former les êtres sur le plan moral. C'est plus tard que va venir toute la question de l'éducation sous une autre forme. Puis par rapport aux Jésuites, oui, il y a plein de grands penseurs qui ont émergé des Jésuites, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont critiqué a posteriori, qui ont critiqué leur approche qui était très, très contrôlante. C'était bien encadré, disons. Il y avait, tantôt, je suis tombé sur justement Georges Bernanos qui a écrit, il disait « Le vieux rêve des Jésuites depuis 150 ans était d'organiser la chrétienté selon la méthode de la dictature totalitaire et de la raison d'État. » Il ne va pas de avec le dos de la main morte, comme ça. Avec le dos de la main morte. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Les Jésuites ont certes énormément apporté. En fait, sans eux, il n'y aurait pas eu de premier traité de pédagogie qu'on aurait pu ensuite, disons, déconstruire puis essayer de revoir. Mais on est capable de voir aussi qu'il était... tu sais, il y avait encore cette idée-là à l'époque là, que dans les classes, là, c'était le maître qui j'avais lu, ça disait tantôt, le savoir doit couler du maître vers l'enfant. C'est vraiment, l'enfant est là pour accueillir le savoir que le maître possède puis qu'il doit lui transmettre. Puis aujourd'hui, c'est pas ça qu'on voit dans les écoles. Mais tu sais, moi, je vais revenir pour une autre chronique parce que je suis tannant. Puis je vais, tu sais, il y a un changement qui arrive plus tard, là, qui arrive au 19e siècle, là, qui fait qu'on a des nouvelles pédagogies de l'enfant qui naissent. Là. Donc, à suivre. Ben, à suivre, là, si les gens le veulent. Ben oui, écrivez-moi encore par centaines. On n'est pas du monde. onpdm@leverbe.com. Hey, merci beaucoup, Thomas Plouffe, pour ces... Ben là, tu avais fait 2 millénaires la dernière fois. Là, tu as fait 2 siècles. Ouais, c'était raisonnable. Hein? C'était bien ramassé. Ouais. Merci beaucoup.